Je refais une vidéo pour la deuxième fois, parce que la première fois ça n'a pas enregistré. Et le pire c'est que j'ai pas compris pourquoi. Hier, la Tomo, j'enregistre sur la Tomo, toujours. Parce que je vois plus clair avec la Tomo, je vois mieux tout ce que je fais sur les petits écrans d'appareils numériques, là, des hybrides. On voit que dalle. Oui, j'avais pas de son hier, je sais pas pourquoi. Donc je recommence tout. Je recommence parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos doublons, c'est-à-dire que si un sujet est déjà traité sur le net, je veux pas continuer, hein, c'est pas la peine. Je vais pas refaire un avec des mots un peu différents. Même si c'est en anglais, il y a des fois je me dis c'est en anglais, peut-être que pour les non anglophones, c'est peut-être bien d'en faire en français, mais ça fait un peu chier de faire des vidéos doublons. Par contre là, j'ai un D550 Roland, donc un synthétiseur, je crois des années 90, il me semble bien que c'était les années 90, je sais plus. J'ai la doc, là il n'y aurait pas une... il n'y aurait pas une date sur la doc. 1987, copyright 1987, donc c'est un synthétiseur du début des années 90, fin 80, quoi. En gros. C'est typique d'ailleurs, l'architecture est typique de cette époque-là. C'est mon époque, hein. C'est l'époque où j'étais à fond là-dedans. Alors j'ai toujours résisté, j'ai toujours résisté à l'envie de me payer des synthétiseurs parce que je savais que c'était maman. Si je rentrais dans le monde des synthétiseurs, j'en sortais plus, c'est sûr. Et certains, surtout les modulaires. Donc j'ai toujours observé de très près le monde des synthétiseurs, mais je me suis un peu préservé parce que déjà que je bouffais tout mon temps dans l'audio pro classique. Si en plus je mettais mieux synthétiseur, on ne me voyait plus, quoi. C'était terminé. J'avais plus de vie, quoi. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il avait ce Roland? Enfin, c'est un Roland que j'ai dépanné. Alors, c'est pas une panne chiante, puisque c'était le rétroéclairage de la Fisher qui ne fonctionnait plus. Panne assez classique sur ces engins de cette époque. Sauf que les solutions proposées sur le net, aucune ne me satisfaisait. La principale, celle que tout le monde plébiscite, c'est l'utilisation d'un afficheur moderne. Ça coûte que dalle. Je l'ai démonté celui-là hein, pour vous montrer. Ça coûte que dalle. Il y a une backlight à LED, soi-disant vachement mieux que les backlights à couche phosphorescente de l'époque. Ça, alors là, 7,60 € l'afficheur. Je suis pas convaincu de la qualité de ces trucs-là. Là, je l'ai démonté. Hein. Les backlights de l'époque, c'était ça. Très fin. Si vous voyez, c'est super fin. Et ça se glisse. Je vais vous montrer. Voilà. Et ça se glisse ici, là. Ici, vous avez votre backlight et vous la glissez ici derrière l'afficheur en lui-même. Ça, c'est pas l'afficheur. L'afficheur, c'est ça. Hein. On voit au travers, d'ailleurs. Vous voyez. Et les contacts se font par des bandes ici carbone qui font les contacts. Les contacts sont sur la plaque. Voilà, vous les voyez, les contacts là. Ok. Donc voilà, on en est là. En fait, la backlight, celle-ci, là, fonctionnait plus.
Les couches phosphorescentes, enfin électroluminescentes, mais c'est une couche phosphorescente qui est à l'intérieur, sont réputées pour durer 5 ans. Alors ça, c'est ce qu'on dit sur le net, c'est pas vrai évidemment. Comme d'habitude, sur le net, il y a n'importe quoi. Ça dure vachement plus longtemps que ça. Moi, j'ai encore du matériel de l'époque des années fin 80-90 qui ont des afficheurs. Le backlight fonctionne encore très bien et c'est des backlights à couche électroluminescente. Alors évidemment, au fil du temps, ça baisse. Mais j'aimerais bien voir ces saloperies à 7,60 €. J'aimerais bien voir l'état des lampes, des LED, dans 20 ans. 20 ans, oui, quand je dis 20 ans, je suis gentil, c'est même 30 ans. À mon avis, ce truc-là, il sera déjà à la poubelle depuis longtemps. Donc, qu'on vienne pas me dire qu'on fait des trucs mieux qu'avant, c'est pas vrai. D'autant plus que je suis contre le fait de changer les anciens afficheurs pour ces nouveaux afficheurs pour une bonne raison, et je vais vous montrer pourquoi. C'est que ces afficheurs-là, avec le rétroéclairage très fin, font 9 mm d'épaisseur en tout, hein, tout l'afficheur. Cela, je ne sais pas si vous avez vu, si on compare les deux, je vais arrêter de... Si on compare les deux, et ça c'est la backlight phosphorescente, ça c'est la LED. La LED est 3 mm plus épaisse que... En gros, l'afficheur moderne fait 5 mm de plus en épaisseur que l'ancien afficheur. Et ça ne rentre plus dans le D550. On ne peut plus remettre la face avant avec les afficheurs modernes. Alors ce qu'on trouve sur le net, la seule information qu'on a sur le net, c'est de... Alors là, je vais vous montrer, mais c'est un carnage. Hein. C'est de raccourcir les entretoises ici pour regagner les 5 mm. Mais comme la plaque que vous voyez ici, là, passe en dessous l'afficheur, les gars découpent la plaque à la Dremel, ici. Sauf que là, vous ne pouvez pas le voir, mais le problème, c'est qu'en dessous, il y a 3 vis qui supportent le panneau de commande ici. Si on coupe ici, le panneau de commande il devient flexible. Donc il faut remettre des entretoises. On ne peut pas repercer, on ne peut pas visser parce qu'il n'y a plus de place. Donc on met juste des entretoises collées et le truc, il se balade un peu. Moi je trouve ça extrêmement mauvais pour la fiabilité du panneau de commande. Et puis, découper un truc comme ça à la Dremel, un circuit comme ça à la Dremel, c'est vraiment quand on n'a plus d'autres solutions. Donc, ce que j'ai essayé de faire, quand je me suis rendu compte de ça, parce que je les ai commandés au départ, puis je ne me suis pas méfié, mais ça rentre pas, ces trucs-là, pure plus, c'est de la chinoiserie à la con. Les Chinois font des très bonnes choses, hein. Faites pas de dire ce que j'ai... Ils font de très bonnes choses, mais c'est très mauvaises choses. De toute façon, on ne risque pas de faire du bon ou du mauvais, on n'a plus d'industrie électronique, alors comme ça, on est tranquille. Bon, bref. Donc, je me dis, moi, ça m'embête de découper le panneau, là, ici, comme ça. C'est vraiment un massacre, donc si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais avant, on va chercher autre chose. Et en fait, j'ai découvert par une autre vidéo qu'il y avait un gars qui avait trouvé un fournisseur qui vendait du rétroéclairage. Je dis toujours backlight, mais c'est du rétroéclairage en bon français. Hein, neuf ou 9, alors là, il ne précise pas le gars, donc je ne sais pas exactement. J'en ai commandé. Alors c'est pas donné, 30 € avec le port. Mais ça marche. Ça marche. Mais j'ai eu un autre problème. C'est qu'en fait, cette backlight là, elle n'était pas pétée. C'était le système de pilotage de ces backlights, de ces rétroéclairages, parlons français, de ces rétroéclairages qui étaient défectueux. Alors,
Je l'ai testée de toute façon dans cette backlight. Elle s'allume un peu, mais elle est rincée hein, de toute façon. Donc il fallait quand même changer la backlight, le rétroéclairage. Mais il y avait l'électronique derrière qui ne suivait plus du tout. Alors comment elle est faite l'électronique? C'est assez intéressant. Hein, j'avais complètement oublié, donc je me suis replongé un peu dans le truc. Voilà le schéma. En fait, c'est rétroéclairage phosphorescent, électroluminescent si vous préférez. Enfin, électrophosphorescent. Parce que alors, on peut les recouper, hein, ces trucs-là. C'est ça qui est drôle, on peut les couper. Par contre, il faut les fermer tout de suite après qu'on les ait coupés, parce que la couche phosphorescente se dégrade avec l'oxygène de l'air. Enfin, je vous redis ce que le fabricant dit. Hein. Moi, j'en sais rien du tout, je n'ai jamais testé. Donc, il faut bien refermer le truc. Ce qui fait qu'on peut les adapter à pas mal de choses. Alors, il y aura peut-être des idées de création artistique en graphisme qui seraient intéressantes d'utiliser ces backlights-là. Ça peut être très intéressant. Alors, elles sont pilotées en... Alors, il y a une fourchette de tension et de fréquence parce qu'elles sont pilotées en courant alternatif. Et de l'ampare driven best, alors elles sont... si je ne mets pas le truc en route, ça va pas marcher. Donc, on les pilote avec un signal pseudo-sinusoïdal, hein, c'est pas une belle sinusoïde, entre 100 Hz et 3 kHz. Et la tension peut varier entre 60 et 150 volts. En gros, alors là, j'ai oublié de mesurer, mais à mon avis, on doit être dans les 60 volts, c'est au pif, mais je ne vais pas mesurer, je pourrais mesurer. Mais bon, ouais, tiens, on va le mesurer. Allez, soyons fous. Je vais le mesurer avec un voltmètre électronique. On peut le mesurer avec le silo, on peut le mesurer avec plein d'autres trucs. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de problème. Et ça nous donne combien ici? Alors 24 volts en charge. 24 volts en charge. J'arrive pas à lire avec ma vue d'escargot. Non, 86 volts. Je faisais on a 86 volts. Il fait fréquence mètre ce truc-là. Et on est à 2. Ah ouais, on est à 2 kHz. Donc là, on est à 86 volts. Et on est à 2 kHz. Et vous pouvez constater qu'il éclaire très bien. Alors j'enlève le flash pour... Walou. Ouais, il éclaire très bien. Donc 86 volts, 2 kHz. Je pensais que c'était plus bas que ça. Bref. Donc 86 volts, 2 kHz. Et oui, on est dans une fourchette de 60 à 150 et de 100 à 3 kHz. Donc c'est... Alors j'ai pas du tout d'informations sur les technologies. J'ai regardé dans tous mes bouquins, pourtant j'en ai un paquet de bouquins sur la technologie des composants. J'ai pas trouvé ces composants-là. Je sais pas comment ça marche. Ah, électroluminescent, hein, de toute façon, c'est un phénomène physique. Alors tiens, donc je vous montre l'ancienne électronique, parce que en fait, pour garder, pour pas charcuter le Roland et mettre un afficheur moderne à LED, je suis obligé de respecter l'électronique qu'il y avait à la base. Et manque de peau, l'électronique étant en panne. Donc voilà le schéma. J'avais pas allumé la... Donc voilà le schéma. Donc on voit on va piquer du 5 volts avant le régulateur 5 volts, donc du 5 volts non régulé. On passe à travers d'une self de filtrage et on tombe sur un oscillateur tout bête
à 2 kHz, donc c'est ce qu'on a mesuré, et un autotransformateur qui va élever la tension au bas, là en l'occurrence c'est 86 volts. Hein. Et puis c'est tout. Et quand lui il est cramé là, ben on est mal. Et c'est ce petit truc là. Voilà l'autotransformateur qui est dedans. Il est en court-circuit quand on mesure entre le point, ce point-là et ce point-là, on est en court-circuit. Quasiment, on a 0, je sais pas combien d'ohms. Enfin, d'ailleurs, c'est l'erreur de l'ohmmètre. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Et j'ai cherché donc à changer cet autotransformateur. On doit pouvoir trouver en connaissant la valeur. Le problème, c'est que je ne peux plus mesurer ce truc-là parce que je n'ai plus de... Bah, il est en court-circuit, donc je ne peux plus rien faire avec. Et j'en ai quand même trouvé un, donc compatible avec... Là, il y a une référence ici, il y a des références dessus. J'ai réussi à retrouver en Angleterre un fournisseur. Très peu d'informations. Ils disent simplement que c'est compatible. Il n'y avait pas le même nombre de pattes, il n'y avait pas de datasheet, il n'y avait rien, et 55 livres. Moi, je me suis dit, c'est un risque, quoi, 55 livres pour un truc, on sait rien. En fait, moi, je veux bien acheter un composant inconnu, même 55 livres pour remettre en état une machine comme ça, mais il faut que je sois sûr que ça marche, quoi. Sinon, sans datasheet, sans rien du tout, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté, alors le rétroéclairage d'origine, je l'ai acheté chez Backlight for You. Je vais vous montrer le logo comme ça, si jamais un jour... Alors ça, je vous parle du D550, mais c'est valable pour tout le matériel de cette époque-là, qui a des afficheurs qui n'ont plus de rétroéclairage. Hein. Donc vous pouvez vraiment adapter ça à n'importe quoi de l'époque. Un aspirateur et tout, qui aurait un affichage... Alors, voilà, Backlight for You. C'est un fort, le fort c'est un 4. Hein. Backlight for You. Voilà. Si j'appuie pas sur le bouton, ça ne filme pas. Voilà, Backlight for You. Ils sont en Allemagne. À mon avis, c'est un gars qui a dû racheter du stock et puis qui vend ça parce qu'il répond aux mails que le week-end. Donc j'imagine que... Et puis il est long. Il faut compter 15 jours hein, pour que ça arrive. Alors que généralement d'Allemagne, c'est très rapide. Le rétroéclairage lui-même coûte 30 €. Voilà. Donc le rétroéclairage coûte 30 €. Bon, moi ça marchait pas évidemment. Je l'ai branché, mais ça marchait pas puisque l'électronique était en panne. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et en fait, ils vendent des systèmes complets d'inverteurs. Parce que c'est un onduleur en fait, hein, là qu'on a l'oscillateur avec l'autotransfo, c'est un onduleur, hein, tout bêtement. On part de 5 volts, on arrive à 80, j'ai dit combien? 86 volts. Il faut se méfier, je mélange les 6 et les 9. C'est un inverteur, un onduleur, hein, tout bêtement, à partir de 5 volts. Donc ils vendent des inverteurs, hein, vous voyez, c'est tout petit, c'est la boîte, hein, ça. Le circuit, c'est tout simple, et ça fait tout. Ça fait oscillateur, ça fait filtrage, ça fait autotransformateur, ça fait tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai commandé un, j'ai encore attendu 15 jours. Bon, c'est bien d'avoir du matos. Moi, je ne me plains pas quand ça marche, Et le gars explique tout. Il dit, voilà, c'est compatible, et ça doit être un synthésiste, ou je ne sais pas ce qu'il fait, parce que... ou un réparateur de synthé, je ne sais pas, parce qu'il a, mais vous allez sur son site, vous regardez, mais il a un nombre de bécanes, du Korg, du Roland, du PPG, du machin, etc. Il a des rétroéclairages classés, et il vous conseille pour, quand vous avez une bécane, quel type de rétroéclairage il faut avoir. Donc c'est vachement bien fait, son truc. C'est idéal pour dépanner tout ce qui est, on va dire, matériel de studio. Une XPX1000 par exemple, qui a les mêmes... Alors ma XPX1000, tiens, c'est un bon exemple. Moi je l'ai acheté dans les fins des années 80
XPX 1000, le rétroéclairage, il est toujours... il marche toujours, il fonctionne toujours très bien. Donc quand les gens disent ouais, le phosphorescent c'est 5 ans après c'est tombé en panne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une fois de plus, c'est pas vrai. Les gens devraient arrêter de parler du vintage ou demander aux vieux comme moi. Voilà, j'ai un XPX 1000 qui date de fin 80. Eh bien en 2020, 21, même on est en 2021, le rétroéclairage marche toujours comme un premier jour. Il faut arrêter de raconter des conneries. Et c'est un éclairage phosphorescent, c'était la même technologie qui était utilisée à l'époque. Voilà, donc je suis content. J'ai changé mon rétroéclairage. J'ai trouvé l'électronique d'un inverteur. Alors comment on fait maintenant pour l'implémenter dans l'implanter plutôt dans le truc? Alors je recommence parce que j'ai pas mis en route. Donc voilà la bestiole. Ici, ça c'est l'inverteur qui est vendu par Backlight for You. Alors l'inverteur, je ne vous ai pas dit le prix, il coûte 19,79 avec le port pour la France. Donc en tout, avec les 30 € du rétroéclairage, ça revient à 50 €. Donc voilà. Alors comment on fait pour l'implanter sur le circuit? Il faut déjà enlever tous les anciens composants. Voilà, donc ici, là, on voit, on avait un transistor, là, il y avait un condensateur, là, il y avait la self de filtrage, la self ici, là. Et ici, on a l'arrivée du 5 volts. Donc, on amène le 5 volts sur un picot qui est sous l'inverteur ici. Alors, il faut faire très attention, parce qu'évidemment, il faut plier les pattes. Mais vous pliez les pattes avec une pince, et vous délicatement, et surtout vous ne tirez pas sur les pattes qui sortent de la résine parce que ça me paraissait très fragile. À mon avis, si on pète ça, ben, ça fait 20 € de foutu en l'air. Parce que c'est moulé dans la résine, on peut rien réparer. Donc voilà, on enlève tous les composants, et coup de chance, on a 2 trous ici dans le circuit imprimé, qui correspondent au ground et à la sortie du panneau électroluminescent. Là c'est marqué EL, là c'est marqué ground. Et on a l'arrivée du 5 volts. Alors là il y a un plus et un moins, mais il faut se méfier, ça ne veut rien dire. C'est ici au milieu, il y a l'arrivée 5 volts. Donc en fait on envoie le 5 volts qui arrive d'ici, pouf, direct au milieu. Je devrais faire attention, il y a le 220 là-dedans, qui se balade. Et je touche là, par là, il y a le... Ouais, non, il est ici, donc ça, je vais pas me prendre un coup de bourre. Parce que des fois, je m'oublie et puis je me prends un gros coup de bourre. Je commence à avoir l'habitude. Faites pas ça chez vous, hein. C'est con. Mais bon, dans une vie d'électronicien, forcément, on s'en prend un jour ou l'autre. On a beau faire très attention, de temps en temps, bon, bah voilà, quoi. Donc le 5 volts arrive, on ressort vers le panneau électroluminescent et ça fonctionne admirablement bien. Voilà. Là, alors il y a le réglage du contraste, hein, évidemment, de l'afficheur. Lui, le backlight, il est constant, hein, une lumière constante. Il n'y a pas de réglage il n'y a pas de dimmer, si vous voulez, de variateur. Donc voilà, donc tout fonctionne très bien. Et cette backlight, en fait, fonctionne encore un petit peu. Elle est pas violente, hein. Donc c'est bien de l'avoir changé. En plus, le propriétaire voulait trouver que le bleu c'était bien, donc je lui ai mis du bleu. Et voilà. Et on évite surtout de massacrer la plaque de commande du synthé qui a rien demandé à personne, quoi, le pauvre. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, bah, vous avez les infos. Hein. Vous avez les infos. Donc après, bon, bah, oui, j'ai fait un truc aussi, mais c'est pas obligatoire, ça chauffe pas. Hein. Ce truc-là chauffe pas. Là, ici, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a une plaque métallique, et là, il y a le régulateur 5 volts et plus 12, moins 12.
Il n'y avait pas, quand je les ai démontés, on est obligé de démonter pour démonter la plaque, il n'y avait pas de pâte thermique. Il n'y avait pas de pâte thermique, j'ai rajouté de la pâte thermique, ça ne mange pas de pain. Comme il n'y a pas de mica, c'est pas isolé du ground. Voilà, ça refroidit. Mais franchement, sincèrement, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas non plus. Alors faites gaffe quand vous mettez les doigts là-dedans, hein, parce qu'il y a des tensions, ne touchez que... voilà, Donc tout fonctionne très bien, donc finalement, bah, il faut démonter ça, repasser une backlight. Alors il y a juste un petit moment, parce que leur backlight qu'ils vendent, elle est un tout petit peu trop longue, un chou trop longue. Voilà. Donc ici, j'étais vraiment proche, voilà, on voit qu'elle dépasse un petit peu, hein, la backlight, là. Mais on arrive à souder quand même ici et ici. Et il ne faut pas trop chauffer parce qu'il ne faut pas faire fondre jusqu'à arriver à la couche électroluminescente, parce que dans ce cas-là, il va falloir bien refermer pour pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre dedans. Bon, ben voilà, c'est tout, hein. Sinon, bah, la bécane par elle-même, un Roland, c'est typiquement les années fin 80-90, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de pavés qui ont des fonctions dédiées. Par exemple, la réverbération, phase, chorus, etc. Ce sont des circuits séparés. C'est plutôt bien d'ailleurs, parce que... Alors ce truc a un son de folie, hein. J'adore ce truc-là. Et c'est c'est un synthétiseur hybride, c'est-à-dire que il mélange sample PCM, alors très très court, hein, avec de la synthèse, alors c'est de la synthèse linéaire, je ne sais plus quoi, je ne sais absolument pas comment ça marche, ne me demandez pas. Puis alors les docs, bon, bah, le service manuel, c'est plutôt des marketeurs, hein, qui font les manuels, enfin c'est pas le service manuel, c'est le manuel owner manuel, le manuel utilisateur. Donc c'est des marketeurs qui font, c'est pas des techniciens. Donc je sais pas du tout cette synthèse, il faudrait faire des recherches, une synthèse linéaire, je sais plus quoi. Si ça vous intéresse, vous regardez sur la doc, vous faites des recherches. J'imagine, alors il y a beaucoup de circuits Badger Roland, donc on peut pas vraiment savoir ce que ça fait. Sauf peut-être à regarder le schéma, j'ai regardé vaguement le schéma et ils expliquent quand même pas mal de choses, hein, justement sur le service manuel pour le coup. C'est bien, c'est une bonne petite bécane, ça vieillit bien et ça sonne du feu de Dieu. Est-ce que je peux vous faire écouter un truc là? Alors en mono, hein. En mono sur des enceintes pourries, mais vous allez voir, même sur les enceintes pourries, ça sonne bien ce truc-là. Attendez, je vais prendre... Il y a de super basses. C'est un son, si je pouvais le définir, je dirais que c'est un son extrêmement soyeux, puissant, riche. Voilà. Et en même temps percussif. Alors voilà, jazz guitare, surtout pas. Je joue pas de clavier, hein. Déjà que je joue mal de la guitare, alors s'il faut que je me mette au clavier. J'adore ces sons-là. On a une machine à ambiance, hein, il n'y a pas, alors bon, on va pas faire, je vais pas, c'est juste pour vous donner une idée, Glass Voice.
pas. Hein. Voilà, bon. Très percussif. Alors moi, ce synthé, il me fait quand même penser. Non, mon premier synthé, ça a été un DX7, un TX7, parce que c'était l'expandeur du DX7, parce que j'avais un clavier maître. Puis l'expandeur coûtait quand même moins cher, le TX7. Et les sons FM, donc ces fameux sons FM des années 90, ça fait vraiment penser à de la FM. Hein. Sauf qu'il n'y a pas d'opérateur et rien, c'est une autre technologie. Je trouve que c'est typique des sonorités 90. Donc ça, évidemment, vous avez reconnu, c'est des cuivres. Voilà, très classique. Regardez sur le net, je vais pas, moi je suis pas clavieriste, donc je vais pas vous faire une démo. Mais il y a plein de démos du D50. Ça c'est le D550, c'est l'expandeur du D50. Il y a plein de démos faites par des gens très bien. J'ai regardé des démos de Dr Mix. C'est pas le meilleur Dr Mix. Moi j'aime bien Dr Mix. Là sur ce coup-là, j'ai pas trouvé que c'était celui qui avait fait la meilleure démo. Il y en a d'autres, vous verrez, j'ai oublié les noms. Voilà. Donc rétroéclairage. Avant de charcuter votre D550 ou autre chose, il faut savoir que ça existe. J'ai trouvé qu'un revendeur. Hein. J'ai rien trouvé ailleurs et coup de chance, c'est pas aux États-Unis, c'est en Allemagne. J'ai rien trouvé d'autre. Voilà, donc cette machine, en fait, elle est à peine modifiée, parce qu'à part ici, où vraiment... D'ailleurs, quand on jette un œil comme ça, on voit même pas que ça a été modifié. Hein. On croit que c'est d'origine. Voilà, c'est quand même bien d'essayer de préserver les machines au maximum, et puis surtout de faire une modif qui va rendre le panneau, la face avant, beaucoup plus fragile. Et je veux dire, on appuie dessus toute la journée, quoi, sur ces trucs-là pour sélectionner des sons, pour programmer, etc. Alors, il y a un programmateur, ou un programmateur, parce que le programmeur, c'est l'homme, un programmateur externe qu'on peut acheter, je crois que c'est PG1000 ou un truc comme ça. Mais bon, il faut en trouver un maintenant, puis ça coûte cher. Hein. Donc voilà, quoi. Voilà. Sinon, bon, bah, il y a des petites plaques de protection, là, ici, pour les fusibles, et puis protection contre les surtensions. Là, il y a la plaque de sortie, MIDI, et puis audio, avec un AOP linéaire, là, ici, 2 AOP linéaires. Enfin, inline, quoi, en boîtier inline. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est super, c'est une super bécane. Voilà. Donc je suis content parce que j'aime vraiment pas le charcutage à la Dremel du truc. Donc je suis content, le truc est bien. Voilà, c'était ma petite... mon mini exploit du jour. Allez, bye bye.